Bonjour Bon Luc. bonjour Pierre-François. Comme Alors c'est voilà, étrange d'habitude on se parle en tête à tête dans ton bureau, mais là on est, grâce au réseau, on est, à distance, mais quand même, je pense que la communication est bonne. et voilà, et moi je suis presque dans la rue aussi. J'en profite pour. On a installé quelques œuvres plus anciennes de toi dans la vitrine, comme ça. euh, L'objet de notre conversation, c'est de discuter un peu du projet qu'on lance la semaine prochaine d'exposition virtuelle avec des œuvres inédites de ton journal panoscopique. Mais on s'est dit qu'au-delà de la virtualité, pour les gens qui se promenaient avant le couvre-feu, eh bien, ils pourraient voir en vitrine certaines œuvres anciennes. Alors donc, bienvenue virtuellement, comme tu dis, grâce à cette technologie. Euh, donc, nous voilà. Luc, alors j'en profite pour ce moment qui est assez curieux, mais qui nous lance beaucoup de défis, mais qui aussi nous permet de revoir un peu les façons de faire et entre autres ce côté de pouvoir communiquer malgré les confinements, malgré les couvre-feux. Donc, on a lancé au premier confinement une exposition de Ricky Whiteside qui était en ligne. Et cette fois-ci, on a décidé de travailler avec toi. Donc, c'est, depuis quelque temps, tu me parlais d'un travail que tu fais de recherche dans tes œuvres anciennes. Et on s'était dit, peut-être qu'il y a du matériel aussi inédit dans ce travail-là. Donc, je suis très heureux que tu aies accepté mon défi de regarder un peu tes archives. Et donc, on va lancer dans cette exposition virtuelle une trentaine, je crois, d'œuvres inédites de ta série du journal Panoscopique. Bon, ben, moi, il faut dire que ça fait longtemps que je suis ton travail, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'était aussi pour moi toujours un défi de comprendre comment on pouvait mettre en marché un travail vraiment de pionnier au niveau de l'art médiatique. Et je suis tombé peut-être un peu par hasard, je ne me souviens plus exactement, sur ton exposition à TPW, où là, en plus donc euh, d'une installation avec ton panoscope, il y avait une série de photographies qui m'ont emballé. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je t'ai contacté, un peu gêné comme jeune galeriste qui avait vu ton travail en solo au MoMA des années avant, qui avait vu ton travail au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et voilà que je me lançais dans cette grande aventure qui, cette année, va fêter ses 20 ans. Alors, Luc, je serais curieux que tu nous resitues pourquoi tu es arrivé en tant qu'artiste en art médiatique, tu es arrivé à faire des photographies et qui détonnaient beaucoup à l'époque par rapport à ce qu'on s'attendait du dispositif de la photographie. Écoute, avant de te répondre, je te remercie Pierre-François de cette longue amitié. On s'est courtisé un peu pendant quelques mois quand même. Je me souviens qu'on s'était croisés à la SAT, tu venais voir ce que je faisais. Puis, je trouvais que comme galériste, tu étais très ouvert d'esprit parce qu'à l'époque, justement, j'étais pas un photographe, je faisais de l'installation. Puis, ça me semblait tellement loin de ce que les galeries ou les musées exposent que je me préoccupais même pas de ça. Mais, cette invitation chez TPW à Toronto m'a vraiment surprise, mais je me suis dit: «Tiens, peut-être que ces images, en fait, circulaires, que j'appelle mes images panoscopiques, que je produisais un peu comme un journal pour apprendre à travailler avec cette optique un peu spéciale, heu, c'est que qu'on pouvait les présenter comme telles». Parce que pour moi, c'était de la matière brute destinée à mon panoscope. Tu sais, cette espèce d'écran, hémisphérique dans lequel on entre. Ces images-là, telles quelles, elles sont il y a aucune manipulation informatique là-dedans. C'est ce que la caméra voit et je pouvais prendre ces images-là directement de la caméra, les projeter dans mon dôme inversé et là, tout à coup, la distorsion, l'anamorphose, au fond, était redressée et ces images distorsionnées, circulaires, paraissaient parfaitement normales. Donc, on pouvait, à partir d'une seule source d'image, d'une seule image ou un seul flux vidéo qui passait à travers ce système optique, créer une immersion visuelle. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. On était avant la VR, avant les dômes, avant certainement avant l'expérience
comme celui de la SAT et tout ça, le dôme de la SAT. Donc, pour moi, c'était intriguant de voir que ces images brutes qui étaient pour moi une exploration destinée à autre chose, pouvaient avoir un intérêt. Et puis là, moi, j'ai appris à les reconnaître, à les apprécier. Puis, la réception à Toronto était très, très bonne. Et puis, donc, quand tu m'as invité à me joindre à ton équipe, en fait, à ton écurie d'artistes, j'étais vraiment ravi parce que je me suis dit, tiens, même si ça ne faisait pas partie de mon plan, on a beaucoup à apprendre du milieu des galeries parce que ce qui soutenait mon travail avant, c'était des subventions, c'était bon, mon statut de professeur à l'université me donnait accès à des bourses de recherche, des subventions de recherche. Mais d'avoir un collectionneur qui choisit d'adopter une de tes œuvres, ça crée un lien très, très important pour un artiste. Et j'ai découvert ça grâce à toi parce que les gens voyaient le travail, l'acquéraient, étaient contents de me parler. De temps en temps, j'allais installer les œuvres chez eux. Je voyais et puis là, je sentais au fond que je comprenais pourquoi on fait ce travail-là. Puis après ça, ça m'a pris quelques années, mais j'ai compris qu'au fond, j'étais un photographe. Si on devait comme réduire au fond mon travail, mon exploration formelle à une chose, c'est j'ai toujours voulu récolter la lumière plutôt que de créer de la 3D. Tu sais, autour de moi, il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient avec la 3D parce que là, surtout en art interactif, la 3D, comme on le trouve dans les jeux vidéo, c'est très, très souple, c'est très flexible. On peut se déplacer en temps réel et tout ça, alors qu'avec la vidéo interactive, la la l'interaction est pas très granulaire. C'est-à-dire que tu sais, il y a une séquence vidéo qui joue, tu as un choix, il y en a un autre qui joue. Donc c'était pas évident, de faire d'interactive. En tout cas, peu importe. L'idée, c'était que là, j'ai perdu mon fil de pensée, là. Mais en gros, c'est ça. La photographie, pour moi, ça reste la chose qui est la plus fondamentale, dans mon travail. Puis là, grâce à notre collaboration, même si tu as osé présenter des œuvres qui n'étaient pas nécessairement photographiques, ça reste pour moi, une grande découverte. La découverte du milieu des galeries, la découverte aussi du lien très précieux entre un artiste et les gens qui collectionnent son travail, entre guillemets. Et dis-moi, avec le temps, tu, tu as essayé dans ces œuvres, et je devrais peut-être juste m'en approcher. Euh, on peut en voir quelques-unes pendant qu'on va se parler. Donc, avec le temps, la technologie a sûrement changé. Comment l'évolution de la technologie a eu un impact dans ton projet photographique? Ben, moi, c'est ça. Ce qui m'intéressait, c'était l'immersion, l'expérience d'immersion visuelle. Donc, les dispositifs que je créais, puis les images que je créais pour ça, c'était dans le but de me mettre en immersion ou d'inviter les visiteurs en immersion. Mais j'ai découvert que même à plat, ces images-là destinées à un dispositif immersif étaient quand même intéressantes et on pouvait vivre l'immersion. Alors, je me suis toujours intéressé aux caméras qui permettaient de capter plus que l'image cadrée typique de la photographie. Donc, il y a eu toutes sortes de générations de caméras, mais les premières qui m'ont. Le premier projet immersif que j'ai fait, en fait, c'était tourné à 4 caméras. C'est l'installation Paysage numéro 1, qui était tournée sur le Mont-Royal à 4 caméras. Donc, mais avec 4 caméras qui couvraient chacune 90 degrés, j'arrivais à créer un 360 en 4 flux vidéo, si on veut. Mais j'ai trouvé ça compliqué à produire, à tourner et puis ensuite à éditer, à monter. Donc, je me suis dit pour le prochain projet, j'avais une très, très belle invitation, d'artistes en résidence au Japon en 2000-2001. Donc pour le prochain projet, je me suis dit: «Je vais essayer de simplifier la technique de capture et d'autoring, en fait, de fabrication, de production de l'œuvre». Et c'est là que j'ai vu, il y avait des premières caméras, pas des premières optiques en fait, qui étaient faites pour des caméras de surveillance surtout, pour pouvoir, à partir d'une seule source, surveiller ce qui se passait autour d'un ascenseur. C'était le travail d'un chercheur de l'Université Columbia, dans les années, mettons 96-97.
Et puis, il y a une compagnie new-yorkaise qui a acheté le brevet, entre guillemets, ou l'idée, puis on a fait un produit. Puis j'ai parlé avec l'ingénieur optique de la compagnie, qui s'appelait M. Trubko, qui m'a dit nos caméras, pour l'instant, sont faites pour des appareils photo, mais on pourrait les adapter aux nouvelles caméras vidéo haute définition qui commencent à apparaître. Fait que là, avec lui, je suis allé chez BH à New York, on a acheté une caméra, on l'a essayé, puis je suis parti avec ça, puis j'ai commencé au fond à apprendre à travailler avec cette optique. Mais cette optique-là a évolué avec le temps. Il y a d'autres compagnies qui ont fait surface. Et puis, donc, c'est pour ça que dans les œuvres que tu présentes, il y a comme deux générations d'optiques de capture. La première, c'est avec donc cette optique Mhm. qui comporte un miroir qu'on visse au-dessus de la caméra. Et donc, le point noir au centre, c'est la tige de métal qui tient le miroir, qui fait que la caméra voit cette image. Et puis, ça, c'est un système que j'ai utilisé jusqu'en 2007 à peu près, donc pendant 7 ou 8 ans. Et puis, j'avais un kit un peu comme un photographe qui se balade, un kit avec la lentille, la caméra pour image fixe ou image vidéo. Puis, je me promenais, partout où j'allais, en fait, j'essayais de trouver des scènes à tourner ou des images à faire. Et puis, à partir du moment où l'idée d'immersion a pris vraiment beaucoup d'importance dans la culture parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça et tout ça, il y a eu d'autres caméras qui sont arrivées. Puis une de celles que moi j'aime beaucoup, c'est la toute petite Theta de Ricoh, qui est apparue il y a peut-être 6 ou 7 ans et que tu peux avoir dans ta poche et tout à coup, en un geste, on enregistre tout ce qu'il faut pour faire une image non plus panoscopique, mais sphérique. Alors, ces images-là, autant celles faites avec l'optique avec le miroir que la nouvelle qui fait les photos sphériques, ça me permet de faire des images qui sont ensuite mappées, si tu veux, texturées sur des formes virtuelles dans les mondes VR que je travaille. Mais on peut aussi en faire des photos comme celles qui sont accrochées à ton mur. Et donc, pour moi, je vois ça comme étant une opportunité bon, premièrement, de poursuivre le travail, c'est-à-dire d'avoir plusieurs canaux de, de, de présentation de ces images-là. Certains qui sont dans des espaces virtuels dans lesquels on irait, par exemple, dans un dôme comme celui de la SAT ou dans des cases de réalité virtuelle, ou d'autres qu'on peut simplement accrocher au mur, comme ce que tu as derrière toi, et donc qui sont plus faciles à collectionner pour les gens. Et tu dis qu'ils sont accrochés, mais il y a quelque chose d'assez particulier aussi, parce que quand on s'en approche, il y a, j'appellerais ça un moyeu au centre, et on peut changer la direction de la photo. Qu'est-ce que Oui. tu essaies de nous dire en nous permettant de changer la direction, le regard que l'on porte sur le monde que tu as capté? Mais ça, c'est essentiel, parce que si on était dans le panoscope ou dans un dôme, on tournerait sur soi-même pour voir l'entièreté de l'image. Dans une image comme ça, accrochée au mur, on ne peut pas tourner sur soi-même, mais on peut tourner l'image. Et donc, c'est une façon de se rapprocher de l'expérience d'immersion. On voit l'image comme un objet dans son entièreté, mais en fait, on ne va pas regarder toute l'image, on va regarder surtout la partie supérieure de l'image. Donc, c'est pour ça que quand on est devant, on l'a placé exactement à 55 pouces du sol pour que ça soit facile de manipuler, de faire une rotation des images pour mettre en haut ce qu'on veut voir. Et donc, pour moi, tourner l'image avec sa main, c'est l'équivalent de tourner sur soi-même dans un dôme ou en réalité virtuelle. Et dis-moi, est-ce que tu sens qu'il y a une thématique qui émerge ou des thématiques qui émergent quand tu regardes le travail que tu as fait jusqu'à aujourd'hui avec ce type de technologie? Ben, ces images-là, je les ai faites comme un journal. Donc, je, à travers toutes mes activités d'artiste ou de professeur ou d'artiste en résidence à la salle, j'ai voyagé. Donc, à chaque fois que je voyageais, j'ai toujours avec moi, en fait, mes caméras. Et puis, j'essaie de faire une sorte de chronique de voyage. Donc, il y a beaucoup de lieux, hein, des lieux, des endroits où je vais. Puis, il y a beaucoup aussi de situations. Le médium d'immersion, moi, tu sais, je me suis beaucoup intéressé aux portraits, hein, Pierre-François, portrait numéro 1. D'ailleurs, tu en as présenté des portraits que j'ai faits, des portraits interactifs. Mais le portrait, c'est plus comme toi et moi, tu vois. J'ai pas besoin de voir tout ce qu'il y a
autour de toi pour engager une conversation. Donc, le portrait, ça peut s'accommoder du fond d'une image cadrée assez conventionnelle. Ce que j'ai ajouté, moi, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que si tu n'étais pas live devant moi en direct à se parler, tu sais, j'aurais pu t'enregistrer puis créer une mécanique par laquelle on peut reproduire la conversation. Mais quand on travaille en immersion, on est plus quelque part. Alors, l'intérêt, c'est plus tellement les personnes. On n'est plus dans la tradition du portrait, mais dans la tradition du paysage. J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, j'adore les musées, mais j'adore l'art à toutes les époques et tout ça. Je trouvais ça intéressant pour un artiste du numérique, travaillant avec des outils plus nouveaux, en fait, de me raccrocher aux grandes traditions dans l'art, la tradition du portrait, la tradition du paysage. Donc, c'est pour ça que je me suis jamais privé de faire des références à des œuvres passées qui m'ont inspiré. Comme par exemple, le paysage numéro 1 s'est inspiré du Déjeuner sur l'herbe de Manet, en me demandant simplement comment on pourrait faire vivre, qu'est-ce que Manet ferait aujourd'hui. Il ferait sûrement pas un tableau, il prendrait ses personnages, mais il les mettrait en scène de façon à ce qu'on puisse, nous, comme spectateurs, engager avec eux des conversations, des relations. Alors, c'est ça. Donc, le lien entre mon travail de portrait ou d'artiste de paysage, pour moi, est en lien direct avec les grandes traditions de la peinture. Et dis-moi, personnellement, faire ce travail dans tes archives, est-ce que tu as fait de belles découvertes? Est-ce que tu as eu de belles surprises? Écoute, je sais pas si tu te souviens, tu sais, toi et Gaëtane Verna, qui était à l'époque directrice du musée de Joliette, m'avaient approché au vernissage de l'exposition E-Arts au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2007 pour faire une rétrospective de mon travail. Alors, j'avais dit formidable et j'ai commencé tout de suite à organiser mes archives, justement. J'avais fait une bonne documentation de tous les œuvres que j'avais. Donc, ça a été relativement facile de ramasser ce corpus-là. Mais comme l'exposition n'a pas eu lieu, j'avais tout ça. Donc, je me suis dit, je vais pas me faire ma propre rétrospective, mais au lieu que ce soit une archive simplement de fichiers sur un disque dur, je vais les déployer dans l'espace. Et c'est là que j'ai commencé grâce aux équipes de la SAT, où j'étais artiste en résidence, on a pu créer des espaces virtuels dans lesquels on pouvait organiser une exposition Luc Courchaine, si tu veux. Comme moi, j'avais une pratique déjà de muséographe dans une ancienne vie. Donc, j'ai toujours aimé ça, l'idée de faire des expositions. Mais là, je me suis fait une exposition, mais virtuelle. Et puis là, j'ai vu, au fond, que toutes ces œuvres-là pouvaient très bien exister, être vues, appréciées dans un autre type d'espace que l'espace physique. Et là, ça a commencé quoi, en 2002, 2003. Et puis, plus le temps passe, plus les outils deviennent performants, plus les ordinateurs sont puissants, et plus cette expérience d'un espace de monstration virtuelle devient riche et intéressante. Alors, ce que j'ai découvert, au fond, c'est que, en jouant dans mes archives, c'est qu'il y a un nouvel espace de présentation qui existe, qui n'est pas nécessairement dans le monde physique, mais qui pourrait être en lien avec une exposition physique. Comme par exemple, on avait fait chez toi, tu te souviens, en 2014, une exposition ou c'était peut-être 2018, non, c'était 2014. Il y avait euh, Nuit au paradis, hein, Oui. une exposition virtuelle de mon travail qui commençait dans ta galerie. On était dans ta galerie physique, mais dans les moniteurs, on voyait la galerie virtuelle qui correspondait avec la galerie physique. Et là, on pouvait s'en détacher. Et tout à coup, on était toujours dans ta galerie, mais le monde s'était éclaté dans toutes les directions. Et là, on pouvait avoir des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans un espace physique. Premièrement, l'espace, on l'a en abondance. Et puis, il y a des œuvres qui peuvent bouger, il y a des œuvres qui peuvent être animées. Et moi, comme muséographe, en fait, ou comme artiste de l'espace ou de l'installation, ça m'intéresse beaucoup, cette chose-là. Donc, ce que j'ai découvert, au fond, c'est qu'il y a d'autres types d'espaces et que ces espaces-là, il faut les imaginer, les construire, les habiter, les visiter. Et on commence à se rapprocher un peu de ce qu'on appelle bon, la, la- la réalité virtuelle, les espaces augmentés, tout ça. Puis tu as vu dans la dernière exposition qu'on a fait à la galerie, il y avait une œuvre qui était déclinée en trois versions, c'est-à-dire l'œuvre physique qui était faite de réflexion dans ta vitrine. Il y avait l'œuvre augmentée avec un iPad, qui prenait un repère, un marqueur physique au sol et qui faisait apparaître un objet virtuel.
Puis il y avait dans ta petite salle vidéo la version virtuelle de ça, où on met le casque et puis là, tout à coup, on est dans une forêt, mais avec le même objet qu'on voit sous 3 formes différentes. Eh bien, Luc, je dois te remercier énormément parce que finalement, tu redéfinis pour beaucoup d'entre nous cette façon de concevoir la transition entre ce monde plein de potentiel qui est le virtuel et ta relation avec le monde très concret par rapport à avec ces œuvres. Alors là, j'ai vraiment bien hâte de voir les œuvres inédites de la sélection. Et donc, j'invite tout le monde qui nous écoute de plonger sur le site et de découvrir les œuvres que Luc nous offre à découvrir tous ensemble. Mais merci beaucoup, Luc. Merci Pierre-François, et puis je te félicite d'avoir eu l'intuition d'amener ta galerie sur la rue Rachel, dans un quartier vivant. C'est On ne peut pas mieux extraordinaire. qu'aujourd'hui apprécier la justesse de ce choix. Alors, bravo à toi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.